Donc, eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Bonjour. Comment dire, on va donc démarrer ce webinaire sur la sécurité du cloud de Microsoft, que donc que nous co-animons avec Guénel Fèvre. Je pense que si vous voyez le PowerPoint, voilà, donc sur le webinaire, donc animé par ENI. Donc ENI, je le rappelle pour ou que ceux qui viennent, on est un organisme de spécialistes de la formation à l'informatique donc depuis plus de 40 ans et on forme effectivement près de 20 000 apprenants par an, que ce soit des particuliers ou des professionnels, dans des centres de formation, des étudiants dans des écoles. Et puis on a effectivement toute une activité d'édition de livres et de vidéos. Et je précise également donc que nous sommes certifiés Calliope, une certification qui permet de garantir la qualité des processus dans la mise en œuvre de nos formations. Voilà. Donc, on va se présenter déjà dans un premier temps. Donc, honneur aux dames. Donc, je vais laisser Gwen se présenter. Bon, vas-y, Gwen, à toi. Bonjour. En effet, je m'appelle Guéna FM. Je suis formatrice à Uniservice depuis très très longtemps, depuis plus de 20 ans. Je suis formatrice système et réseau, essentiellement au départ Exchange, SharePoint et donc Office 365 et bien sûr aujourd'hui sur la sécurité Microsoft 365. Ok, merci. Et puis donc à mon tour, donc Bertrand Guaper, formation généraliste, orienté système et réseau Linux Windows, à l'ENI depuis plus d'une dizaine d'années. Donc moi je me suis surtout spécialisé dans les formations Microsoft. Et puis c'est vrai que depuis ces dernières années, je me suis plus particulièrement intéressé à Azure et donc tout l'environnement cloud de Microsoft. Donc voilà pour les présentations. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire sur la sécurité. Alors, ce webinaire, on le démarre volontairement par une slide générale. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Microsoft a sorti pas mal de formations liées à la sécurité, qu'on vous présentera à la fin de ce webinaire. Et on a voulu, à travers ce webinaire, en parler et donner 2-3 exemples de services et de fonctionnalités que Microsoft met en œuvre dans ces environnements cloud pour justement sécuriser tous ces environnements. Mais cette slide était aussi pour rappeler que ce n'est qu'un tout petit aperçu de tout ce que peut proposer Microsoft en termes de sécurité dans son cloud, puisqu'on voit bien ici que effectivement que ce soit effectivement au niveau des identités, du réseau, des datas, ou effectivement, en fonction de ce qu'on souhaite faire, sécuriser, détecter, etc., on a une offre assez pléthorique et assez complète qui permet comment dire, de gérer cette sécurité. Donc nous, on va simplement se concentrer ici sur quelques éléments pour les évoquer et voir comment Microsoft met ça en place. Donc en réalité, voilà les éléments dont on va parler. Alors ici, c'est donc une extraction. Donc je vais commencer pour le coup, donc plutôt sur la partie Azure, même si parfois on va voir qu'il y a de la transversalité. Donc pour évoquer en termes de sécurité déjà de la gestion de droits tout simplement, donc des rôles airbags que l'on trouve dans Azure. Je vais évoquer Azure AD PIM, Privileged Identity Management, qui est une fonctionnalité assez intéressante que Microsoft a mis en place. Un petit mot sur Defender for Cloud, qui était en réalité avant le Security Center. Un mot sur Sentinel, qui est arrivé. Et puis, je laisserai la parole à Gwen sur des éléments qui vont être plus centrés autour de Microsoft 365. Et on finira effectivement par une présentation des formations et certifications qui sont associées à toute cette sécurité dans les environnements Microsoft. Donc alors, pour démarrer plus finalement sur une partie liée à Azure, on va ici venir sur les rôles airbags. Donc, quand on parle de sécurité, eh bien, une des premières choses que l'on doit gérer, c'est des notions de droit, tout simplement de droit d'accès. Et à ce titre, Microsoft a mis en place tout un environnement de sécurisation lié à ces droits, qui sont les rôles airbags et les rôles d'administration Azure AD. Donc, voilà, là, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'on pourrait voir en formation, mais pour en faire une présentation rapide, ce schéma est assez intéressant puisqu'il montre en réalité que dans les environnements Microsoft,
On va trouver lié au cloud, on va trouver d'un côté ici des droits liés à des rôles Azure AD, donc administrateur général, développeur d'applications, administration d'utilisateurs. Et on va trouver également des rôles liés aux ressources Azure. Hein. Les ressources Azure, ça va être des machines virtuelles, du réseau, etc. Et on va avoir cette gestion qui va complètement s'intégrer, qui peut être gérée finalement, je dirais, séparément, puisque si on a par exemple du Microsoft 365, on va avoir de l'Azure AD, on va pouvoir gérer ses droits. Pour autant, on n'est pas obligé d'avoir des ressources Azure. À partir du moment où on a en revanche des ressources Azure, on veut en utiliser, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'un abonnement, ce qui va permettre de créer ces ressources. Et une fois qu'on a cet abonnement et qu'on crée ces ressources, on va pouvoir à ce moment-là positionner des droits ici sur ces ressources Azure. Alors, il existait effectivement, ou il existe historiquement, cette notion aussi de séparation entre quelqu'un qui va gérer des abonnements, qui va être vraiment sur une gestion financière, et puis des administrateurs qui, eux, vont gérer des ressources. Donc, il existait ce qu'on appelait des rôles classiques, qui étaient les administrateurs de services et les co-administrateurs. Ils existent toujours. Simplement, aujourd'hui, on préfère utiliser les rôles airbag qui sont très nombreux et permettent d'avoir une gestion de droit assez fine au niveau des ressources. On a un système hiérarchique mais additif, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des droits qui peuvent se positionner au niveau d'un abonnement, d'un groupe de ressources ou d'une ressource elle-même, et qui sont donc additifs, ce qui veut dire qu'effectivement, on va avoir une notion quelque part d'héritage, bien sûr, mais à partir du moment où on a donné des droits à un emplacement, même si on met des droits ici sur cette ressource, eh bien, ces droits vont s'ajouter. Au niveau des droits et des rôles, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a là, vous voyez, un rôle un petit peu particulier, puisqu'en réalité, vous pouvez très bien avoir un utilisateur qui n'aura pas de droit particulier dans l'Azure AD, mais qui pourra avoir des rôles ici, un rôle pourquoi pas de contributeur ou propriétaire sur des ressources Azure. Imaginez que, par exemple, un administrateur général décide de supprimer cet utilisateur, ça pourrait sous-tendre que plus aucun utilisateur n'aurait des droits dans l'infrastructure Azure, ce qui peut être un peu embêtant. Donc, l'administrateur, il y a un administrateur général ici, un administrateur général peut se donner ce qu'on appelle un accès élevé. Et vous voyez d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est positionné finalement de façon intermédiaire. Hein, vous avez des administrateurs généraux classiques, un qui va avoir un accès élevé, et son intérêt, c'est qu'il va pouvoir de nouveau réattribuer des droits à un utilisateur sur des ressources Azure. Voilà, donc on voit bien qu'on est ici sur une notion de sécurité assez intéressante par de la gestion de droit. J'avais fait un petit parallèle aussi avec des stratégies, mais les stratégies ne sont pas de la sécurité au sens strict, mais valident simplement de la conformité. Il vous permet, par exemple, les stratégies vous permettent de dire qu'une ressource ne pourrait être créée uniquement qu'en région France, ce genre de choses. Donc, on est un tout petit peu entre les deux. Donc voilà pour une présentation un petit peu rapide d'une notion de sécurité qui est la gestion de droit. Si on passe ici à l'Azure Privilege Identity Management, là, on est sur une fonctionnalité intéressante qui est le Just Enough Administration. Donc, PIM demande d'avoir de l'Azure Premium P2, mais c'est une fonctionnalité de sécurité intéressante puisqu'on va partir du principe qu'aucun utilisateur n'aura de droit spécifique au départ. On va définir des rôles pour lesquels certains utilisateurs pourront requêter ce droit et on décidera ensuite de l'activer et seulement pour un temps donné. On est vraiment ici sur une logique où on part de zéro droit et en même temps, on ne donne cette élévation qu'au besoin. Et donc, ça permet d'avoir une vraie sécurité puisque une usurpation de compte ne permettra pas à la personne qui a usurpé le compte de hériter de ses droits. Pour pouvoir faire des actions non conformes. Et sachant qu'on va voir que peut y avoir une notion d'approbation. Donc c'est assez intéressant cette fonctionnalité. C'est pour ça que d'ailleurs, je me permets de faire une petite démonstration, ce qui peut être un petit peu plus parlant. Donc ici,
si vous voyez mon écran, je suis sur une console qui va être une console finalement d'administrateur. Cette console d'administrateur va donc avoir ici le rôle Privilege Identity Management, dans laquelle je vais trouver la gestion des rôles Azure AD, mais je peux aussi gérer des ressources Azure. Donc là, si je viens sur effectivement mes rôles Azure AD, donc les tâches ici, je vais avoir la gestion. Donc la gestion, c'est qu'on va d'abord dire à qui on attribue un droit. Ensuite, on va y avoir une activation, une approbation et un audit. Donc ici, dans la gestion des rôles, on va trouver ici pour l'Azure AD tous les rôles. Donc on a le Global Administrator, par exemple, Global Reader. Donc moi, j'ai pris un exemple qui va être ici de la gestion du User Administrator. Voilà. Et ce User Administrator, je vais faire des assignments, c'est-à-dire que je vais dire à qui je peux, qui je vais autoriser à requêter ce droit. En fait, c'est ça. Donc ici, j'ai donné ce droit à Bertrand Wapper, qui est un utilisateur. Je précise bien sûr que j'ai une description ici, effectivement, du rôle en lui-même et de ce qu'il peut faire. Et puis les settings, ici, les paramètres, qui vont voir que par défaut, l'activation va être sur 8 heures maximum. Je demande une justification sur l'activation et sur l'approbation. Et donc, tous ces paramètres sont bien sûr modifiables via une édition, ici, qui vont permettre, vous voyez, de décider si on demande du requêtage, si on oblige à du MFA, de l'authentification multifacteur au moment de l'activation. Donc ici, on a bien compris que je suis parti d'un rôle qui est donc l'administration d'utilisateur. Et cette administration d'utilisateur, j'ai autorisé un utilisateur qui est Bertrand Wapper à pouvoir requêter cette élévation de droit. Donc, comment ça va se passer en réalité? Eh bien, mon utilisateur ici, il va se connecter, il va avoir sa console PIM. Donc, il va avoir des rôles, qui est son rôle effectivement d'administrateur d'utilisateur, et il va demander cette activation. Il va demander cette activation qui va être pour une durée de 8 heures. Il va mettre un motif, je souhaite compléter des informations, par exemple. Et il va activer, et là, cette demande. Donc, une activation avec une demande qui est en attente d'approbation. Il se trouve que moi, j'avais désigné, l'administrateur qui est connecté ici comme étant la personne qui va autoriser ou pas les approbations. Donc ici, dans les Azure AD Role, My Request, donc Approve Request, etc., on va retrouver, voilà, donc refresh. Et là, vous voyez, donc j'ai ici un Request Role for Activation. Donc je retrouve ici la demande qui est faite. Je souhaite compléter les informations. Donc je la sélectionne. Et une fois sélectionnée, je souhaite compléter les informations, je vais décider d'approuver ou non cette requête. Si je décide de l'approuver, alors la justification n'est pas toujours obligatoire. Moi, je l'ai mise. Je pense qu'elle est intéressante, par exemple, pour les refus. Si on refuse une élévation, on peut dire pourquoi. Donc là, on met OK, confirmation. Voilà. Donc, mon utilisateur est approuvé. Partant de là, cet utilisateur peut revenir sur l'Azure Active Directory et à ce moment-là, il va pouvoir gérer les utilisateurs en tant qu'administrateur. Et ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est de voir aussi que du coup, dans les rôles affectés, effectivement, il faut peut-être une actualisation. Non, pas encore. Dans les rôles affectés, on va retrouver, là, pour un petit temps, on va trouver qu'il a justement ce rôle d'utilisateur, d'administrateur. Voilà, c'est le petit temps d'actualisation où on voit qu'il est devenu administrateur d'utilisateur. L'utilisateur peut lui-même aussi donc décider, donc il voit ses rôles, voilà, activer. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Donc ses demandes, approuver les demandes, ça c'est s'il en avait à faire lui-même. Donc gérer les rôles Azure AD, etc. Donc on retrouve un peu ici les éléments. Voilà, demande d'attente, démarrage. Hop, protection. Donc mes demandes, je crois qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait plus en attente. Et donc on peut activer ça aussi à des, à des groupes. Et puis ici,
un administrateur peut voir ici un audit de tout ce qui aura été, tout ce qui aura été activé. Bon voilà, je ne vais pas plus loin sur cette démo. C'était un petit peu rapide, mais c'était une façon de montrer comment ça se passe. Donc une fonctionnalité intéressante. Donc ici, autre aspect intéressant, là je me suis axé sur des services intégrés, hein, puisque bien sûr on peut gérer sa sécurité son niveau, mais des choses intégrées. Donc, Defender for Cloud, qui était donc le Security Center, qui va être en fait une console intéressante, puisque vous allez avoir une surveillance effectivement globale de votre infrastructure. C'est là qu'on voit bien que Microsoft met en place des outils proactifs qui vont permettre effectivement de positionner des recommandations, générer des alertes, etc. Donc, on a un tableau de bord hein, qui va ressembler à ça, qui peut ressembler à ça et dans lequel on va avoir vraiment une visualisation globale avec en plus la possibilité d'avoir de la connexion sur des, pourquoi pas sur des, comment dire, des comptes différents et dans lesquels on va retrouver ici voilà, des alertes, des recommandations, le Secure Score qui va permettre d'évaluer quel est son degré de sécurité et puis bien sûr des solutions associées que l'on va pouvoir mettre en œuvre comment dire, qu'on va pouvoir mettre en œuvre effectivement dans ce contexte. Donc ici, je peux vous montrer par exemple une console, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, là j'ai pas beaucoup de ressources, mais j'ai mon score, j'ai mes recommandations ici. Voilà, donc activer le MFA, gérer des ports sécurisés. Et pour certains cas, effectivement, pourquoi pas, comment dire, des choses qui vont être mises en place de façon proactive, des workbooks pour faire de la surveillance, etc. etc. Donc, vraiment une console assez intéressante. Donc, j'avance un petit peu aussi, puisque, donc ça, c'est des choses qui seront étudiées, bien sûr, dans la cours sécurité. Dans le même ordre, quelque chose qui est arrivé et qui est très intéressant, donc Azure Sentinel, qui est vraiment donc le SIEM, donc Security Information Event Management. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place, que l'on peut voir dans les cours sécurité, et dans laquelle, quand on le met en place, effectivement, on a vraiment un système basé sur l'intelligence artificielle qui va derrière permettre de faire vraiment de la collecte de données de beaucoup de sources bien sûr qui peuvent être aussi bien dans Azure, on-prem, etc., log, mais aussi sur des abonnements AWS ou ce genre de choses. On va pouvoir faire de la détection de menaces, on va avoir de l'analyse qui va être faite aussi grâce à un système de requêtes et puis des playbooks qui vont permettre de faire des réponses. Donc ici, on voit par exemple l'association qui fait que Sentinel vient vraiment se mettre, je dirais, au-dessus et va reprendre tous les éléments et se connecter à énormément d'éléments du Google Log Analytics, effectivement des éditeurs tiers, etc. Et à partir de là, va pouvoir faire de l'analyse, comment dire, et de la défense proactive avec, par exemple, justement, voilà, le système des requêtes KQL, qui est un nouveau système de requêtage. Donc, je ne sais pas si je peux oser dire que ça ressemble un peu à du SQL, mais qui, à partir ici, de sources favorites, permet en réalité de faire des requêtes qui vont comment dire, permettre de sortir des résultats sur des menaces. Et derrière, bien sûr, de ce qu'on appelle des playbooks qui vont être un petit peu comme des logic apps. Enfin, des playbooks vont être des systèmes dans lesquels il va y avoir, à partir d'un événement donné, l'automatisation, pourquoi pas, de réponse à des menaces. Donc, quelque chose d'assez intéressant. Donc ici, on a comment dire, une console Azure Sentinel. Donc Sentinel, par exemple, qui est justement un exemple de connexion dans lequel on va retrouver ici justement tout ce qui va être les logs, les assistants, les connecteurs. Voilà, donc on va décider de se connecter. Là, il n'y en a pas, mais vous voyez tout ça. Donc il y en a beaucoup, du Apache. Tout ça, c'est les Azure Active Directory, bien sûr. Azure Activity. Donc tout ça, ce sont des ressources sur lesquelles on peut se connecter et qui vont venir faire de l'ingestion pour permettre l'analyse. Donc voilà une présentation
vraiment rapide de quelques services liés à de la sécurité dans Azure, et donc que vous allez pouvoir retrouver dans les différents cours sécurité. Donc pour le coup, on va plutôt passer maintenant à une partie liée à du Microsoft 365. Si mon PowerPoint voilà, veut bien me rendre la main. Donc je vais passer la parole à Gwen pour cette partie-là. Merci Bertrand. Alors, la sécurité dans Microsoft 365. Voilà. Merci. En plus, j'ai quelqu'un qui m'aide pour passer les slides. J'ai rien à faire. C'est trop cool. Les éléments donc essentiels à la sécurité qu'on va développer dans les slides d'après. Donc, il y a quatre piliers. Donc, la gestion des identités et des accès, la protection contre les menaces, et puis, bien sûr, protéger vos informations et quels sont les outils de gestion de la sécurité. Merci. Suivante. Oui, suivante, pardon. Mais je sais pas, il n'écoute pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais si, en plus. Donc, pour gérer les identités, donc on va commencer par le premier point qui est la gestion des identités et des accès. Donc, le but, en effet, est d'authentifier l'utilisateur et puis de l'autoriser à accéder aux ressources. Donc, première étape, en effet, l'authentification. Donc, aujourd'hui, en effet, il existe des problèmes concernant les mots de passe, car s'ils sont trop complexes, ils sont difficiles à retenir. Souvent, l'utilisateur utilise le même mot de passe sur différents sites. Donc, une des solutions, c'est pourquoi ne pas supprimer les mots de passe. On n'a plus les slides. Yep. Donc, pour ça, c'est pas grave, je vais continuer quand même ça. Ouais, on n'a plus les slides. Il n'y a plus les slides? Non, on n'a plus la slide. Donc, tu nous remets. Donc, pour éviter d'utiliser les mots de passe, vous pouvez utiliser Windows Hello, c'était celle d'avant. Windows Hello qui permet de remplacer les mots de passe par une authentification à 2 facteurs, tel qu'un code PIN et un appareil. Vous pouvez aussi utiliser Microsoft Authenticator qui permettra d'effectuer donc l'application que vous pouvez installer sur un smartphone qui vous permet en effet une vérification en 2 étapes. Pour vérifier les accès, les identités et les accès, on peut utiliser de l'accès conditionnel. Donc, l'accès conditionnel va permettre d'évaluer les utilisateurs, les appareils, les applications, les emplacements, les risques et d'accorder ou pas, d'ailleurs, suivant l'évaluation, l'accès aux données. Ou alors, on peut spécifier aussi, on peut exiger une authentification multifacteur suivant l'emplacement et l'accès à telle ou telle donnée. Donc, pour protéger les identités, donc on a différents outils. On a Azure AD IP, donc Azure AD Information Protection, Identity Protection, pardon, qui va nous permettre donc de détecter les comportements inhabituels. Il peut bloquer les accès au compte si par exemple un utilisateur essaye de se connecter à partir d'un emplacement inhabituel. Microsoft Cloud App Security qui lui va analyser vos applications et services cloud et donc l'authentification. On a Microsoft Defender for Identity, anciennement appelé Azure ATP, qui va permettre d'identifier, de détecter et d'examiner les menaces, y compris les identités compromises et les actions malveillantes. Et puis, bien sûr, l'intégration avec Windows 10 et donc tout ce qui est biométrie dont on parlait précédemment. Voilà. Merci. Donc, maintenant, ce que nous allons voir, voilà. Protection contre les menaces. Donc, la protection Microsoft contre les menaces couvre 5 domaines, les identités, les points de terminaison, les données utilisateurs, les applications cloud et l'infrastructure. Donc, le premier point, les identités, c'est ce dont on a parlé précédemment. Donc, valider, vérifier et puis protéger les comptes des utilisateurs pour éviter, par exemple, que les mots de passe ne soient craqués. Protéger également les périphériques, mais également les mails et puis les documents, donc les données des utilisateurs.
donc les mails dans Exchange et puis les documents qui peuvent être stockés dans les sites SharePoint et dans les OneDrive. On va également pouvoir protéger les applications SaaS et bien sûr les données qui sont stockées et puis aussi l'infra, donc les serveurs, les machines, les bases de données et le réseau. Donc, les différents services, donc Azure AD IP, donc qui permet de protéger les identités, Exchange Online Protection, donc Exchange Online Protection vous permet de faire du filtrage de mails, donc pour protéger des spams et des malwares. Donc ça, quel que soit l'abonnement Office 365 ou Microsoft 365, on a tous Microsoft Exchange Online EOP, en fait, Exchange Online Protection, avec donc anti-spam, anti-malware, configuration du courrier indésirable. Et puis, vous pouvez avoir Microsoft Defender. Donc, Microsoft Defender, donc c'est des licences supplémentaires. Il y a 4. Il y a Microsoft Defender donc pour l'identité qui nous permet de nous protéger des identités. On a pour les points de terminaison donc qui s'appelait avant Microsoft Defender ATP, donc qui est une solution donc pour prévenir, détecter et examiner, répondre aux attaques. On a Microsoft Defender pour Office 365 qui avant s'appelait Office 365 ATP et donc qui permet de protéger l'organisation contre les menaces malveillantes, les mails, les liens suspects par exemple dans les mails et tout ce qui est également Microsoft Defender pour Office 365, tout ce qui est éventuellement malware dans les Teams, dans les sites SharePoint et dans les OneDrive. Microsoft Cloud App Security, lui, fonctionne comme un intermédiaire entre un utilisateur et les ressources du cloud. Il va fournir des fonctionnalités de découverte, de protection et d'évaluation de la conformité. Pour protéger les informations. Donc ici, le but du jeu pour protéger nos informations va être déjà dans un premier temps de découvrir les données sensibles. C'est-à-dire qu'on va faire des recherches de contenu sur les mails, les documents, les conversations. On va détecter les informations dites sensibles. Alors, quelles sont les informations sensibles par défaut? On a des modèles d'informations sensibles telles que, par exemple, détecter un numéro de carte d'identité, un numéro de carte de crédit, un numéro de permis de conduire, etc. Mais bien sûr, vous avez la possibilité de vous créer vos propres types d'informations sensibles. Donc, après avoir découvert nos informations sensibles, on va classer. Donc, on va classer notre contenu par rapport à des étiquettes de sensibilité. Puis, une fois nos données découvertes et classées, on va pouvoir les protéger. Donc, via les étiquettes de sensibilité, on va pouvoir chiffrer les données, bloquer le partage, activer des conseils de stratégie et éventuellement définir aussi des dates d'expiration. Et puis, on a un outil de surveillance qui va nous permettre de savoir combien de documents ont des étiquettes dans le centre de conformité. Ensuite, après avoir protégé nos informations, on a le centre de sécurité Microsoft 365. Bertrand, s'il te plaît. Oui, non le centre de sécurité. Je ne l'ai pas mis? Non. Ah, pardon. Ah, eh ben, pardon. Et donc, à la limite, est-ce que je peux prendre la main? Oui, si tu veux. Si tu veux, ouais, je vais prendre la main comme ça. Et en fait, on a un centre de sécurité. Alors, qui, voilà, montrer mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah, pardon. Oui, je vois l'écran. Vous voyez mon écran là avec identité de protection? Oui. Parfait. Parfait. Alors, donc, on a en effet dans le centre de sécurité, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, accueil. On a ici un niveau de sécurité, voilà, avec donc un Secure Score qu'on retrouve ici et
Voilà. Quelles sont les actions ici à améliorer? Donc ici, vous voyez, moi, mon score, en plus, j'ai perdu des points. Bon, super, bravo. Ici, mon score n'est que de 36,84%, ce qui n'est pas terrible. Plus il est élevé, mieux c'est. Et donc, ici, j'ai les actions qu'il faudrait que j'effectue pour améliorer mon score. Et la première chose en effet à faire, par exemple, est d'activer l'authentification multifacteur pour les rôles d'administrateur. Juste pour vous montrer s'il me reste un petit peu de temps, oui, je vais prendre 5 minutes. Je vous ai parlé d'Azure ADIP qui permet de protéger les informations. Donc ici, voilà, je me suis connectée à Azure ADIP. Et en fait, j'ai activé dans les stratégies ici d'utilisateur à risque, vous voyez, j'ai activé la stratégie, par défaut elle était désactivée, la stratégie d'utilisateur à risque, la stratégie également de connexion à risque. Et ici, j'ai un utilisateur, voilà, qui s'est connecté. Et étant donné qu'il s'est connecté à partir d'une adresse IP anonyme, c'est considéré comme une connexion à risque. Donc, du coup, il a été bloqué. Donc, du coup, Alex ne peut plus se connecter. Donc, voilà ce que l'on peut faire dans Azure AD IP. Concernant les centres de sécurité, ici également, ce que je vous parlais des stratégies avec Defender pour Office 365. Donc ici, dans stratégie alerte, donc là, pardon, je suis dans le centre de sécurité Microsoft 365, donc qui a été renommé Microsoft 365 Defender. Ici, dans mes stratégies de menaces, voilà, j'ai la possibilité, alors, donc, d'aller modifier les paramètres concernant le courrier indésirable. Et ici, comme j'ai les licences Defender pour Office 365, ici, vous voyez, je peux aller paramétrer les pièces jointes fiables. Voilà. Et dans les paramètres globaux ici, je peux activer, alors par défaut, c'est pas fait, moi je l'ai fait, Microsoft Defender pour Office 365, c'est-à-dire pour SharePoint, OneDrive et Teams. Par défaut, il analyse les pièces jointes dans Exchange et pas dans SharePoint et Teams. Stratégie de menace. J'ai créé également une stratégie de menace concernant les liens fiables. Pardon. Hop, je vais vous montrer ici dans les paramètres globaux. J'ai interdit l'URL youtube.com. Bon, j'ai rien contre YouTube, hein, mais voilà. C'était juste pour faire un exemple. Et ici, du coup, j'ai créé une stratégie. Voilà. Donc, j'ai activé, les URL vont être réécrites. Je l'ai activé dans Teams. Voilà, j'ai activé ma stratégie ici. Du coup, lorsqu'un utilisateur, ici, Alan, m'a envoyé un mail qui contient l'URL youtube.com, lorsque je clique ici, voilà, étant donné que ça a été bloqué par mon organisation, ici, puisque j'ai spécifié dans ma stratégie, les utilisateurs ici ne peuvent plus cliquer sur les liens YouTube. Dès qu'ils vont cliquer sur un lien youtube.com, ils vont être bloqués. Et également les étiquettes. Voilà, on parlait de protéger les informations. Donc, on peut mettre en effet des étiquettes sur les documents. Ici, j'ai créé une étiquette de chiffrement. Si je vous montre l'étiquette, modifier mon étiquette. Et j'ai demandé, donc elle va s'appliquer cette étiquette au fichier, au document. Et donc, au fichier au mail, pardon. J'ai demandé à ce que lorsque l'on va appliquer cette étiquette, les documents soient chiffrés et marquer le contenu. Alors, marquer le contenu, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, ici, je crée mon étiquette et ensuite, pour que l'étiquette soit appliquée, je vais publier mon étiquette. Et lorsque je publie mon étiquette, ici, je la publie, donc je pourrais publier plusieurs étiquettes dans une même stratégie.
Et ma stratégie dit que je vais appliquer l'étiquette à tout. Est-ce que je peux, pardon, si j'ai pas le menu, voilà. Voilà. Et du coup, lorsque je crée un document Word, ici je suis dans mon document Word, je suis connectée, et ici vous voyez le fait d'avoir créé des étiquettes de sensibilité, j'ai un bouton qui est apparu dans Word qui s'appelle niveau de confidentialité, et ici j'ai appliqué mon étiquette, ce qui veut dire que mon document sera chiffré, et vous voyez ici, voilà, je récupère le marquage que j'ai précisé, document chiffré. Très intéressant. Voilà, donc voilà, et ben c'est bon, tu peux. Okay. Je reprends la main, effectivement. Alors, hop, montrer mon écran. Donc, Voilà, là, c'est bien, c'est revenu? Ok. oui, c'est bon. Merci, oui, pour cette démonstration. Donc, je reprends la main pour finir, mais surtout pour effectivement parler, reparler donc comment dire, des formations liées à la sécurité. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez donc deux formations qui sont les AZ500, MS500, qui sont vraiment des, comment dire, des formations axées, alors je vais dire axées produits, c'est-à-dire que AZ500, c'est toute la sécurité dans Azure, MS500, c'est toute la sécurité dans Microsoft 365. Et puis, vous avez 4 nouvelles formations Microsoft qui sont sorties autour de la sécurité, les SC. Donc, vous avez la SC300 qui est une formation axée sur la sécurité des identités, donc sur l'Azure AD, on va dire l'Azure AD en général, d'accord, quel que soit le contexte. Vous avez la SC400 qui correspond un peu à la démonstration que vient de faire Gwen, qui va être axé sur la protection des informations, donc voilà, typiquement les étiquettes de sensibilité et toutes ces protections dans Microsoft 365. Vous avez la SC200 qui, elle, est une formation de sécurité globale axée sur les outils intégrés Microsoft, comme je les ai évoqués, Azure Sentinel, 365 Defender, mais que ce soit dans le contexte Azure ou le contexte Microsoft 365. Et puis, vous avez la SC900, qui est une formation d'une journée, qui est une formation de présentation et de vulgarisation et qui s'adresse à un public beaucoup plus large. Hein. Ça peut être des technico-commerciaux, des responsables, etc. Histoire voilà, d'intégrer, de comprendre un peu de quels sont les sujets, de quoi on parle quand on est sur la sécurité autour du cloud Microsoft. Donc, je précise d'ailleurs qu'on a des dates de formation qui sont prévues, que vous avez, d'ailleurs, et je me permets de dire que pour les inscriptions d'ailleurs, là, vous avez ici des certifications associées et qu'il y a un coupon d'examen d'ailleurs qui est offert sur les sessions avant le 31 décembre. Oui, puisque effectivement, à chaque formation Microsoft est associée une certification. D'accord, hein, qui va vous permettre donc effectivement une évaluation de niveau de compétence, faire reconnaître votre expertise. Voilà, donc vous avez ici un QR code qui va vous renvoyer vers ces informations. Et donc, on a ici, donc là je parle bien des certifications, donc on a ici les examens qui voilà, donnent la certification associée. Donc en fait, qui correspond, vous verrez bien, à AZ500, MS500. Et puis, les fameux LSC ou les examens associés permettent, suite aux formations, de se certifier sur ces aspects sécurité. Voilà. Donc, c'était une présentation rapide, certes, mais sur quelques éléments de sécurité que propose Microsoft. Donc, il nous reste encore au moins un quart d'heure ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser comment dire, pendant là, ce temps qui nous reste, sur des éléments, là, sur des choses que l'on peut vous avoir dit ou présenter. Je vais en envoyer une tout de suite. Alors, je vais mettre, n'hésitez pas à poser des questions pendant le temps qui nous reste. Oui, à tous, voilà. Sur des sujets voilà, liés à la sécurité. Alors, comment mettre en œuvre un CASB dans le cloud Azure? Alors, attendez, parce que là, pour le coup, qu'est-ce que vous entendez par un CASB?
Si c'est Cloud App Security, je pense. Avec Cloud App Security. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça me parle moins, c'est plus dans ta partie, c'est ça? Ouais, ça va être avec Cloud App Security. D'accord, donc voilà. Donc, Oui, c'est possible. Enfin, si la question c'est ça, oui. J'avais quelle est la durée moyenne pour chaque formation. Alors, comment dire, je crois que c'était, je vais revenir sur les slides. Il y a de La, tout, non? la Z500 est sur 4 jours. La MS500 aussi. Oui, voilà. Et après, on a effectivement des différences. Donc ici, la SC300, elle est sur 4 jours. La protection d'information, c'est la SC400, elle est sur 2 jours. La SC200, elle est sur 3 jours, 4 jours, pardon. Et la SC900, elle est sur une seule journée. Cloud Access Security Broker. Ah oui, Cloud Access Security Broker. C'était la question précédente. Donc, OK. Donc, tu me confirmes, Gwen, que Cloud Access Security Broker est une fonctionnalité qu'on trouve dans Cloud App Security. Et avec, ouais, pour le mettre en œuvre, il faut avoir Cloud App Security. D'accord. OK. Ah oui, excusez-moi, oui, vous pouvez bien te poser la question. Votre présentation sera-t-elle envoyée ou disponible? Oui, c'est vrai que j'avais oublié de le dire, mais effectivement, ce webinaire sera rendu disponible sur YouTube, comment dire, très rapidement, d'ici quelques jours. Et toutes les formations, en tout cas, si vous voulez après avoir le contenu détaillé des formations, là, évidemment, je vous encourage à aller sur notre site institutionnel, donc le site eni-service.fr, dans lequel vous aurez vraiment le détail des contenus de chaque formation. Alors, Office 300, dans Office 365, est-ce que Defender est présent dans les packages E? Alors, je pense que c'est E3, E5, etc. Non, non, pas tous. Alors, dans Office 365, non. Dans Microsoft 365, oui. Puisque Microsoft 365, enfin, je parle que pour les plus de 300, hein, je ne parle pas des business. Pour les entreprises de plus de 300, il y a deux types d'abonnements. Il y a les abonnements Office 365 et Microsoft 365. Et justement, la différence avec Office 365 et Microsoft 365, c'est que dans Microsoft 365, vous avez en plus EMS. Et là, à ce moment-là, on a Defender dans le E3 et E5, et ça dépend des différentes options en plus dans E3 et E5. Mais par exemple, Defender, là, ce que l'on a vu concernant les liens fiables, les pièces jointes fiables, par exemple, ça est lié à Defender pour Office 365, ça, on l'a dans Microsoft 365. On l'a avec EMS, en fait. Peu importe le plan, EMS 3 ou 5, on l'a. Oui, comme je précisais que dans, par exemple, l'Azure Identity, la protection Identity Manager demandait à avoir de l'Azure Premium P2 également. On a avec EMS 3. Ouais, je vais pas faire une généralisation, mais c'est vrai que certains aspects, enfin, moi je le vois dans le cours Azure, il y a les aspects de sécurité avancée, je parle bien de sécurité avancée, hein, puisqu'il y a des éléments de sécurité qui sont natifs, mais certains éléments de sécurité avancée demandent effectivement des licences, je dirais, plus élevées, quoi. En tout cas, pour tout ce qui va être sur la partie Azure AD. Pour ce qui est Azure, genre Sentinel par exemple, les coûts vont être différents. Vous allez retrouver plutôt des coûts les ingestions de données sont gratuites, mais les coûts vont se retrouver plutôt sur des volumes de données traitées. C'est en fait ce genre de choses. Dans Microsoft 365, c'est pareil. Il y a un minimum et après, voilà, si on veut plus. Ouais. Et après, c'est sur les volumes que ça joue. Ouais, voilà.
Ouais. Ok, donc ben. Après, je peux donner 2-3 autres. Alors, je parle d'autre chose, mais je repensais aux certifications. Donc aujourd'hui, les certifications, vous pouvez les passer dans un centre de certification et vous pouvez également les passer de chez vous. Vous avez Pearson View qui autorise donc ces passages de certification à domicile, alors moyennant une surveillance active de leur part, mais c'est tout à fait possible. Il faut faire le ménage avant sur votre bureau. Oui, c'est ça, exactement. Il faut qu'il n'y ait rien sur le bureau. Dès qu'il voit quelque chose sur le bureau, Ouais. il demande de l'enlever. C'est clair. Bon, on se donne encore 1 ou 2 minutes et puis là, je vais redéfiler les slides. Donc, vous avez aussi l'adresse, effectivement, inter@eni.fr si vous avez besoin de renseignements autour de nos formations. Et puis, c'est vrai qu'on voit bien, il y a des noms qui vont changer, il y a des fonctionnalités qui arrivent. On est vraiment sur du DevOps, ce qui fait qu'aujourd'hui, le cloud Azure, par exemple, il évolue en permanence. Donc, à chaque fois, des fonctionnalités sont ajoutées. Sont déplacés d'un portail vers un autre portail, reviennent dans les anciens, enfin bon. Par exemple. Et puis, C'est voilà. l'avantage. On Oui, s'ennuie jamais. Oui, il y a une notion de responsabilité partagée, hein, bien sûr, en sécurité, hein, évidemment. Il y a toute une partie où que l'on peut et que l'on peut gérer soi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement des outils intégrés, Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, eh bien, on va s'arrêter là. Mais ceci dit, si vous aviez des questions à la suite, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse mail. En tout cas, merci de votre participation, merci de votre attention.